Bonjour à tous, enchanté, ravi d'être ici pour ce premier Digitalk ensemble, live sur tous les sujets du cloud et du DevOps. On va discuter pendant une trentaine de minutes autour de cette actualité et il y a pas mal de sujets qu'on va aborder ensemble. Pour cela, je suis accompagné de deux membres de la Digital Practice, experts et rookies. Je suis avec Imad. Bonjour Imad. Bonjour Adrien, merci pour l'invitation. Et Ilyes. Bonjour, merci pour l'accueil. Avec plaisir. On est plutôt dans un cadre sympa, on est bien là. Franchement, ouais, c'est top, Très hein. bien, C'est vraiment parfait. sympa, ouais. On est dans les meilleures conditions. Merci Ouais, à nos équipes Branded Culture pour toute cette préparation ouais, et le lieu et toute la préparation de ce live. ouais. On va commencer tout de suite, dès maintenant. Premier sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est les sujets autour du cloud, de l'actualité du cloud. Mm. On entend beaucoup de choses. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait pas une actualité autour de tout ça. Je voulais revenir un petit peu déjà avec vous sur déjà votre expérience, que vous vivez vous au quotidien, parce que vous avez tous les deux un contact avec ces Mm. sujets-là auprès de vos clients, auprès de la mission sur laquelle vous êtes actuellement. Imad, déjà, pour toi, quelle est ta position aujourd'hui sur ce sujet? Aujourd'hui, j'ai à peu près 3 ans chez un grand groupement bancaire et je constate bien une forte migration vers le cloud. Il y a une grande stratégie Move to Cloud, essentiellement sur du cloud privé parce que les données chez la banque sont très sensibles. Ils optent toujours pour du cloud privé. Et également, pour les données non sensibles, on peut les mettre également sur du cloud public. Mm. Top. Merci déjà pour ce premier avis. Imad, on va en discuter. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets dans le groupe bancaire et dans le secteur bancaire. Il y a beaucoup de choses à dire. On va en parler. Mm. Et toi également, Ilyes, qui a aussi un contact dans un contexte et un secteur différent. Toi, C'est ça, c'est ouais. quoi? Alors, moi, je suis chez un client dans le télécom. Et donc, avant d'arriver chez eux, j'étais dans le développement, j'étais pas du tout dans le cloud. Puis après, j'ai fait une reconversion, donc je suis allé directement dans le DevOps Cloud ça. Donc, vraiment, je suis vraiment dans le cloud privé, Ok. sur une technologie VMware. Donc, vraiment, rien à voir avec du AWS, tout ça. Donc, je suis parti sur autre chose. Et puis voilà, donc on peut, euh, On peut en on peut discuter. en discuter, c'est Effectivement, ça. parce qu'on parle beaucoup de cloud. Quand on dit cloud dans l'imaginatif un peu général, on parle beaucoup de cloud public, mais il n'y a Mm, pas que du cloud public, et vous en êtes la preuve c'est ça, ouais. Du cloud à travers ce que privé, vous C'est faites. Et ça, ouais. effectivement, cloud hybride. dans beaucoup de contextes, on voit finalement une organisation sur des clouds hybrides, Mm, avec soit des solutions multi-cloud, soit évidemment du cloud public et du cloud privé. On va privé, en ouais. parler, on va en discuter, mais donc du coup, vous êtes les bonnes personnes pour parler de ces sujets-là. Déjà, alors On a des avant de retours commencer d'expérience. sur des sujets d'actualité et sur les sujets sur lesquels je voulais vous emmener. Je voulais voir avec vous aujourd'hui les avantages de la migration du cloud pour une entreprise, que ce soit sur un environnement plutôt Mm. cloud privé, de construire son propre cloud privé ou un environnement cloud public. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quelles sont les démarches? Est-ce que vous l'avez vu, vous, par Alors, rapport à vos par missions? rapport à mon expérience, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment un contexte donc cloud privé. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait pas mal d'avantages, mais aussi il y avait des inconvénients, bien évidemment. Donc avec VMware, on est beaucoup en fait lié à eux. On est obligé de toujours passer par eux. Et donc avec la migration, moi quand je suis arrivé, c'est vraiment une migration totale. Donc on est vraiment passé d'une V1 à une V2 de Ouais. l'infrastructure. Et ce que je peux dire, c'est que en fait une ancienne version de VMware n'est pas du tout compatible avec une Ouais. autre version, donc on devait faire un upgrade et ça casse tout quoi. Et du coup, même niveau infrastructure as code avec la partie Terraform, il faut tout refaire, c'est vraiment pas compatible quoi. C'est effectivement les enjeux, parce on dit souvent la migration vers le cloud apporte beaucoup d'avantages. Enfin, il y a beaucoup Mm, de sujets sur lesquels on pourrait être amené à vouloir aller vers le cloud, mais il y a effectivement ce lot d'inconvénients, en tout cas parfois des choses peut-être à envisager que toutes les entreprises n'envisagent pas. Alors, la plupart de nos clients et clients chez EVTech, on parle de clients grands comptes généralement, donc effectivement on est souvent dans des contextes où ils sont déjà préparés, où ils ont déjà cette culture de la compréhension de ce que ça implique une migration vers le cloud, mais pour des plus petites entreprises peut-être qui nous écoutent ou qui nous regardent, mm. effectivement, il y a des choses à prévoir et ce Ouais. genre de problématiques, de problèmes Ouais, c'est un de peu compliqué à anticiper, compatibilité ouais. et toute la partie, ce qu'on appelle souvent legacy dans Mm, les entreprises, peut être un peu compliqué et on peut avoir des difficultés. mm, Pour moi, en général, principalement, il faut assurer une continuité de service durant la migration. ouais, Également d'avoir une architecture cible qui permet l'interopérabilité entre les différents services et métiers de la banque. Hmm. Par exemple, Ouais. Euh, Au-delà de ça, là on parle un peu plus de sujets d'actualité sur lesquels je voulais vous emmener et vous faire réagir.
en préparant un petit peu du coup ce live ensemble, j'ai regardé pas mal de sujets, de chiffres, et je voulais vous les partager. Aujourd'hui, un chiffre qui est, je pense, assez symptomatique de l'actualité du cloud. Amazon fait son pire trimestre en termes de croissance. Le premier trimestre 2023 est le pire trimestre pour Amazon depuis la création d'AWS. C'est un fait. Je pense que, alors c'est quand même un trimestre de croissance, hein, ça reste de la croissance, donc ça reste positif, mais Ouais. il le voit vraiment comme un vrai sujet. Il y a des articles autour de ça, donc c'est réellement symptomatique. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Qu'est-ce que pour vous ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un ralentissement du cloud en général, ou c'est plus un ralentissement de l'offre d'AWS? Non, moi je pense que c'est au contraire, c'est pas un ralentissement, mais on va faire que évoluer parce que les chiffres en fait montrent que le cloud comme AWS va faire que s'accroître, donc on va vraiment aller de l'avant et en plus il y a beaucoup de partenariats qui commencent à se créer autour des gros clouds comme Mm. GCP, On va en AWS, parler. Azure, Ouais. et donc en fait grâce à ces partenariats-là, les chiffres vont que exploser, Ouais. donc franchement, Au-delà de l'offre, enfin, des hyperscalers, hein, parce que mm, finalement les offres telles que GCP, Azure pour Microsoft et AWS pour Amazon, on parle là d'hyperscalers, des offres qui sont majoritaires sur le marché. Un mot d'ailleurs sur la part de marché encore, hein, parce que je parle du ralentissement de la croissance d'AWS, mais il y a un chiffre qui est encore très symptomatique de l'hégémonie d'AWS sur le marché. AWS, c'est 32% des parts du marché Et pardon, du cloud en général. Donc ça reste encore comme pas mal, colossal. ouais. Les trois acteurs principaux, on les a cités, hein, AWS pour Amazon, Azure pour Microsoft et GCP pour Google Cloud Platform. Parmi ces trois géants, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres cloud providers, pour des plus petites entreprises ou pour des offres différentes sur le marché? Bah, Non. franchement, ouais. Oui, Imad, vas-y. Vas-y. Donc, à part les cloud providers américains, on trouve également les cloud providers chinois, qui gagnent de plus, en plus des parts de marché sur le secteur de la technologie. Mais malgré ça, les leaders mondiaux comme AWS, Azure ou bien GCP restent plus costauds, restent plus compétitifs par rapport aux Chinois. Ouais, ils Mm, ont une avance évidemment sur mm, certainement les coûts et sur ce qu'ils peuvent proposer en termes de services mm, et d'offres en global, on va dire. mm. J'ai aussi un autre chiffre que je voulais vous partager à nos auditeurs. Un chiffre sur la taille du marché aujourd'hui. C'est une étude de marché qui nous vient donc du coup de la projection totale sur le marché du cloud aujourd'hui. En 2020, c'était 371 milliards pour la globalité du cloud mondial. D'ici 2025, les études et les prévisions vont jusqu'à 832 milliards, la taille du cloud encore une C'est fois. énorme. On triple presque en 5 ans. Mm. Donc il y a, je pense, une vraie, là, il y a la vraie preuve que le cloud en est qu'à ses débuts, en tout cas Ouais. a une vraie marge de progression en termes de croissance et d'investissement. Et donc il y a forcément un peu de place, j'imagine, Mm. surtout si en parallèle un géant comme AWS est en train de perdre de la croissance, c'est bien que la croissance se retrouve quelque part puisqu'on a ces chiffres qui sont encore astronomiques. Mm. Et un autre chiffre aussi sur les investissements, parce que ça, là on parle de la taille du cloud, la taille en termes de marché, mais les investissements aussi sur le cloud sont symptomatiques de quelque chose. D'ici 2020, enfin en 2023, on estime 500 milliards. 500 milliards d'investissements exactement, C'est Imad. énorme. 500 milliards d'investissements contre 229 en 2019. Donc là c'est pareil, en 4 ans, finalement on double, plus du double même, les investissements dans le cloud. Donc il y a ces deux chiffres qu'on peut mettre en parallèle et qui sont pour moi voilà, des vrais indicateurs sur la tendance du cloud et sur les offres qu'elles peuvent représenter. Ok pour les enjeux et l'actualité un petit peu du cloud, je voulais aussi revenir avec vous sur toute la partie sécurité, souveraineté. Mm. Alors ça c'est un sujet qu'on entend tout le temps et qui prend beaucoup de place dans l'actualité du cloud. Je pense qu'il n'y a pas une semaine ou deux sans qu'il y ait une actualité sur ce sujet-là, que Ouais, ce c'est soit ça, ouais. soit pour les géants américains, mais aussi du coup pour Ouais. les autres acteurs. Et du coup là on va en parler. Déjà, alors pour ceux qui nous écoutent, peut-être que la souveraineté et toute la partie sécurité dans le cloud est peut-être pas forcément évidente. Qui peut nous parler un petit peu de ça et reprendre ce Pour mieux en sujet? parler, ouais. D'accord. Vas-y, Iman. Pour moi, aujourd'hui, les données sont stratégiques. Mhm.
Et la création de la valeur ajoutée économique donc, se base sur ces données-là. Donc, implicitement, donc, il faut assurer un maximum de protection pour ces données. Et là, le cloud de confiance va répondre à ce besoin-là. Mm. Donc, c'est quoi un cloud de confiance? Donc, déjà, il est labellisé Secnum Cloud, donc est également certifié par l'ANSI, qui a plusieurs critères donc, de validation de ces clouds-là. Donc, il faut assurer une double protection. Donc, une protection des données techniquement, Mm. également une protection juridique Finalement, contre les lois extraterritoriales qui permet de ramener les données donc, chez les pays qui hébergent ces cloud providers. Quand tu parles des lois extraterritoriales, Imad, je pense que tu fais référence au Cloud Act, au Cloud Act américain notamment, qui fait effectivement couler beaucoup d'encre. C'est un sujet qui prend de la place. Le Cloud Act, pour rappel, hein, c'est la loi qui permet aux providers américains, aux hyperscalers américains de pouvoir tout simplement réquisitionner des données chez ses fournisseurs. C'est évidemment un problème pour des entreprises qui sont extra-américaines et qui ont cette volonté de protéger leurs données, tu l'as dit, Imad. Donc c'est tout un sujet autour de ça, c'est pour ça que ça prend de la place. Et forcément, donc du coup, on a pas mal de sujets. J'ai également, en préparant cela, et je voulais aussi vous apporter un petit peu de contexte et d'actualité, parce que il y en a eu pas mal pendant les derniers mois. Et aujourd'hui, on attend l'évolution. Oui, Elias. On a par rapport à la souveraineté et tout, il y a Thales qui fait un Ouais, partenariat avec exactement. GCP. À propos de ça, finalement, c'est un cloud public, mais privé en même temps, donc ce qui permet de l'annonce a tout garder juste un an. Tu fais bien d'en parler, c'est effectivement un des sujets. Donc l'association entre le groupe Thales français et GCP américain, le cloud de Google, qui donc veulent produire Sens, qui est donc une entreprise qui serait gérée par Thales, pilotée par Thales, un acteur français donc du coup pour offrir via les services de GCP, en s'appuyant sur les services GCP et l'offre de GCP, un cloud souverain qui répond du coup à ce que tu disais, Imad, sur le label Secure Cloud de l'ANSI. Ça, l'annonce a tout juste un an, hein, c'était 30 juin 2022, donc on va pouvoir en parler. Aujourd'hui, un an après, où est-ce qu'on en est? Déjà, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on en est à un décalage de la date de disponibilité, puisque ça devait être fin 2023 ou tout début 2024. Je crois que ça a été repoussé au deuxième semestre 2024, donc potentiellement fin 2024. Donc c'est déjà un petit peu repoussé. Un an après, on a une première offre qui est déjà sortie des informations qu'on a, c'est donc le contrôle locaux avec Sens. Donc c'est un premier service. Je pense qu'ils testent un petit peu leur première brique sur ce cloud, mais donc du coup on n'y est pas encore en termes d'offres de cloud souverain pour le moment. On avait aussi un autre partenariat qui était entre Orange et Capgemini, effectivement, avec là pour le coup le cloud de Microsoft, Azure, qui donnait naissance à Bleu, qui doit pour le moment encore, hein, c'est toujours un projet en cours. Là, ça a été annoncé en mai 2021, donc ça fait là un petit peu plus de temps, 2 ans maintenant, un peu plus. Là aussi, c'est pareil, hein, on a une annonce en 2024, donc on n'a pas trop de nouvelles depuis ces derniers mois, mais apparemment c'est toujours en cours. On avait aussi quelques autres entreprises d'Asso Systèmes qui s'associent avec DocaPost et Bouygues Telecom pour proposer aussi leur offre. Là pour le coup, plus dans un consortium et non pas lié avec une offre externe. Est-ce que ces offres, elles ont vraiment une voie sur le marché? Est-ce qu'elles ont une opportunité à saisir? Est-ce que vous y croyez, vous déjà? Est-ce que ça va vraiment voir le jour? Est-ce que ça va répondre, surtout, parce que c'est ça tout l'enjeu, est-ce que ça va répondre à ces questions de souveraineté, à notamment ces problématiques qu'on a avec le Cloud Act et le Patriot Act en France? Est-ce que vous pensez que c'est une offre viable et qui va répondre à ces enjeux-là? En fait, moi j'ai envie de dire que tout dépend des offres finalement, de comparer ça avec les autres clouds, de voir qu'est-ce qu'ils proposent. Et si après on a envie d'aller sur du privé avec tu sais, les lois de souveraineté, tout ça, on irait plus sur Sens, donc qu'avec Thales. Ou si on veut rester sur un cloud public, on partirait sur les autres partenariats si les tarifs en fait sont un peu moins chers. Donc vraiment, je pense que tout dépend. Et aujourd'hui, on a énormément des petits clouds comme Digital Oceans, tout ça, qui aujourd'hui fonctionnent, mais de leur côté, ou Scalaway qui existe, là, ça fait un petit moment et qui prend de plus en plus d'ampleur.
Donc vraiment, c'est des structures qui font que Mm. s'accroître dans le monde du cloud. On a des interactions dans le chat. Merci déjà de participer. Je l'ai pas dit au tout début, mais ça se veut interactif. Donc Mm. effectivement, s'il y a des bonnes remarques, on les prendra et on va les extraire. Cheyenne 93 140 qui nous dit bonjour. Qu'est-ce qui a changé dans le cloud depuis l'affaire Snowden? Donc, depuis la fuite qu'avait faite Snowden sur toutes finalement les données, l'utilisation des données. Alors, appliqué directement au cloud, je pense qu'il y a eu un cas de conscience, un éveil forcément, mais là plus des populations. Je pense que pour le coup, tout ce qui sont les sujets autour du Cloud Act et de la gestion des données pour les entreprises françaises, je pense que c'est un sujet qui, La même sans protection des données. la protection des données pour les entreprises françaises, je pense que c'est un sujet qui aurait vu le jour et on en serait exactement au même endroit, même s'il n'y avait pas forcément eu l'affaire Snowden. Mais forcément, par contre, pour le grand public, hein, pour Monsieur Tout le monde, je pense que ça, là, pour le coup, ça a mis en lumière pas mal de sujets, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur ce genre de live. Je voulais aussi faire du coup le parallèle par rapport à ces offres dont on vient de parler, ces associations et ces partenariats entre les groupes américains et des entreprises françaises, face finalement à des offres qui existent déjà, et c'est la question sur laquelle je voulais vous emmener. Je voulais votre avis sur ça m'intéresse réellement, et on va pouvoir en débattre. Là, pour le coup, c'est vraiment un avis que j'attends. Il y a des offres aujourd'hui qui existent déjà par rapport à des cloud providers français, alors d'une taille peut-être moindre, et effectivement, Boujou nous le disait, le nerf de la guerre, c'est l'optimisation financière, étant donné qu'on a accès à des ressources illimitées. Ça, c'est le cas pour des géants et des hyperscalers américains, comme ceux qu'on a cités. Pour des plus petites entreprises qui existent et qui sont là, telles que OVH, Cloud Temple, ODrive, Outscale, qui ont déjà des offres qui existent sur le marché. Pourquoi ces offres n'émergent pas? Pourquoi elles ne sont pas une solution finalement? Pourquoi on parle encore de cloud souverain, de sécurité et de tous ces sujets-là, si ces entreprises-là existent déjà? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour réellement être sur le marché français et inonder le marché français et prendre la plus grosse part? Qu'est-ce qui manque? Pour moi, donc, les cloud providers américains, donc, ils ont mis en avance, donc, ils ont commencé avant les autres. Donc, ils ont un catalogue de services plus complet que les cloud providers locaux. Et pour avoir donc l'accès aux meilleurs services mondiaux, donc et avoir une double protection des données donc en France, donc techniquement et juridiquement. Donc moi je vois que la solution donc de créer des co-entreprises sous forme de joint venture, donc comme Sense entre GCP et Thales, ou bien comme la joint venture entre Capgemini et Orange, donc vient répondre à cette problématique-là, tout, tout en assurant donc une protection maximum des données et avoir l'accès aux meilleurs services mondiaux. Yes. Franchement, moi, personnellement, j'ai pas trop d'avis sur ça. Ouais, bah, c'est C'est un peu la compliqué. question, enfin, en tout cas, que moi je me pose et sur laquelle aujourd'hui on voit bien qu'il y a un vrai sujet, puisque ils ne répondent pas visiblement à ces enjeux et à ces demandes. Nerolix nous disait sur le chat, les entreprises se rendent compte des avantages du cloud, mais également et surtout des coûts qu'il génère. Et je pense qu'il y a Ouais, un c'est vrai sûr. sujet autour Ah de oui, tout oui, ça, et oui. c'est pour ça que les clouds américains Mm. et ces grandes entreprises ont un peu d'avance. C'est parce que finalement les coûts C'est un gros budget, sont hein. réduits, et évidemment quand la facture est un gros budget dans une entreprise, et Ouais. on va regarder quelle est l'offre la moins coûteuse ou Ouais. la plus intéressante, et forcément ça rentre en ligne de compte. Il y a toujours ce sujet-là. Malgré tout, Il y a oui, également donc la question d'investissement. Ouais. Parce que historiquement, ces cloud providers américains donc, sont démarrés via des investissements privés relayés par des investissements publics, donc comme la Silicon Valley, etc. Donc en Europe, on peut donc avoir donc, au moyen terme ou bien à long terme donc, des champions européens sur le cloud qui vont compétitivité. voilà, les autres cloud providers américains. Oui, oui, Ouais, non, oui. je voulais juste ajouter par rapport à, tu sais, ce que tu disais par rapport au coût, tout ça. Moi, je l'ai vu, hein, pour un cloud privé, c'est un gros budget de mettre une architecture en place, des Des infrastructures. data Enfin, centers c'est ça, world ouais, class, ça coûte ouais. énormément d'argent, tout ça.
Mais d'un côté, c'est un avantage parce que finalement, les données, on les garde, donc Ouais, ça bien va sûr. pas aller, ça va pas à l'extérieur. Mais ouais, le fait d'aller sur un cloud public aussi, on diminue vachement les coûts parce que Ouais. on va payer juste le fournisseur en fait, c'est tout. Ouais. Donc, Oui, et puis en fait, au-delà des offres et au-delà du mm, sujet de quel cloud public choisir, il y a un vrai mm. sujet de sécurité. Là, je C'est me tourne ça. vers toi, Imad. Je pense que dans le monde bancaire, c'est le sujet principal qu'on met sur la table lorsqu'on parle Mm. de Ouais. cloud. Aujourd'hui, quel est le rapport à la sécurité dans les cloud providers et qu'est-ce que tu constates par rapport aux choix qui sont faits, aux choix technologiques qui sont faits pour le traitement de ces infras? Chez nous, ça dépend de la nature de la donnée. Mm, Si la donnée est sensible et critique, mm, on peut la mettre dans du cloud public, AWS, Azure, GCP. Mais s'il s'agit des données de la monétique, donc des données personnelles des clients de la banque, là, forcément, on doit utiliser un cloud privé interne, avec un interfaçage qui permet également d'avoir les services de cloud provider classiques. Donc, en termes de provisionnement des ressources techniques, les serveurs, du stockage, du réseau. ouais. C'est pas facile à mettre en place en plus, tout ça, donc Ouais. ça demande vraiment Mm. pas mal de Il travail. faut Ouais. bien customiser C'est ces ça, ouais. interfaces-là Mm. Ouais. d'une D'accord, manière ouais. à Ouais, avoir il y a la un même. vrai sujet de la donnée, de la criticité de la Mm. donnée, Ouais. évidemment, avant de parler de cloud. Là, du coup, face à cette problématique, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est envisagé par les entreprises. C'est tout simplement l'hybridation, enfin, en tout cas, une solution hybride Ouais, ouais. entre les entreprises. Par Euh, exemple, mettre les services en front office Exactement. en front-end sur du cloud public Mm. et laisser tout Le ce qui est back. données, tout ce qui est back-end sur des serveurs Bah, classiques. On peut utiliser également de tout ce qui est containerisation en utilisant Kubernetes ou bien OpenShift. Ouais, pour Ça rejoindre également. ce que tu es en train de dire, là, le client avec qui je travaille, il y a un peu de ça en fait, parce qu'on a le portail, donc un peu comme la console de AWS, Ouais. qui est en SaaS, donc qui est un service à service sur AWS, donc qui est du VMware, en VRA, et tout ce qui est back-end, on a vraiment tout stocké dans nos infras en interne, quoi. Comme ça, Mm. vraiment, on a quelque chose, une solution hybride et qui fait diminuer les coûts, parce que finalement, il n'y aura pas à gérer tout ce qui est orchestration Bien sûr. du portail plus le back-end, Exactement. quoi. Bien sûr. Il y a aussi quelque chose qu'on constate, alors là, peut-être plus de ma vision, et vous, en étant concentré sur la mission avec votre client unique, vous ne le voyez peut-être pas du même œil, mais on constate certainement plus au niveau des équipes commerciales qui traitent avec plusieurs clients d'AFD notamment, c'est maintenant une orientation vers, quand on dit cloud hybride, maintenant c'est même multi-cloud, c'est-à-dire que cloud hybride, certes, Exactement. donc avec cloud public, cloud privé, mais Mm. même dans le cloud public, avant, historiquement, il y avait beaucoup de partenariats, d'exclusivité qui étaient signés. On se souvient d'un des plus gros partenariats sur lequel on avait travaillé, nous, AFD, entre le géant de la distribution alimentaire et le GCP, pour le coup. Il y avait eu ce partenariat exclusif entre eux. Aujourd'hui, les entreprises vont de plus en plus vers des solutions multi-cloud, Multi-cloud, c'est-à-dire qu'elles vont exactement. piocher certains services dans cette offre Mm. de tel hyperscaler, puis un autre service parce qu'il est plus intéressant, plus avantageux, plus Mm. performant, Moins coûteux. moins Moins coûteux coûteux, ouais. chez Ouais, un ça, autre hyperscaler. En plus d'avoir aussi leur cloud privé. Donc mm. on a vraiment maintenant des solutions qui sont très 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 customisées. Varié. C'est dur pour les plus petits C'est vrai que c'est pas cloud évident, ouais. providers de trouver leur Ouais. place. Et en plus, l'avantage, c'est que avec l'évolution de la technologie, c'est plus facile d'imbriquer en fait ces services Ouais, finalement. bien Donc, sûr. c'est plus. Tout Ouais, en C'est assurant ça, l'interopérabilité entre ouais. les Ouais. différentes applications. bien Les sûr. architectures sont assez complexes. Ouais, bien sûr. Bah, justement, en termes de complexité d'architecture, tu fais bien d'en parler. Il y a aussi une anecdote que je voulais partager avec vous qui était récente, qui nous avait été d'ailleurs partagée sur nos réseaux internes par notre practice pilotage, pour le coup, Shan, que je salue, qui était justement le passage du service Prime Video d'Amazon, Mm. qui passait d'une architecture donc hexagonale, microservice, à une architecture Monolithique. monolithique. Monolithique, Donc, ouais. c'est tout un article, d'ailleurs je vous l'avais transféré, je crois, Mhm. qui est bien symptomatique qu'aujourd'hui, même avec toutes les offres qu'on a sur le marché, même eux, en étant eux-mêmes fournisseurs et sur ce marché-là, peuvent faire le choix parfois un peu à contre-pied de ce qui se passe,
pour des raisons certainement économiques, mais aussi peut-être même par rapport à de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses. Ils se rendent compte que finalement, c'est plus intéressant pour eux. Donc, Partir sur du monolithe, ouais. donc voilà, il y avait vraiment ce sujet-là aussi. Pour terminer un petit peu sur la souveraineté, sur tout ce sujet-là, moi je voulais aussi citer Philippe Latombe, qui est député, qui est sceptique sur la partie hybride finalement des clouds, qui défend un petit peu finalement les partenariats des entreprises qu'on a citées avec ces clouds américains, qui disait que c'est comme une voiture américaine garée sur un parking français peint en bleu, blanc, rouge, c'est ce qu'il disait. Donc c'est effectivement une belle image pour dire que ça reste un acteur américain, ça reste une entreprise Ouais. extraterritoriale qui a ces impératifs, et donc du coup le cloud de confiance qui est un peu voilà, qui est un peu mis à mal, même si l'ANSSI compte vraiment, enfin en tout cas il compte Ouais. vraiment sur le fait que l'ANSSI délivre ce label, hein, Il y a une trentaine Secnum de Cloud. critères, donc Il y a pour beaucoup de Ça, critères, donc valider. voilà, on ouais, estime que énormément de choses, ouais. s'ils obtiennent le label, normalement, on ne devrait pas trop avoir de doute, mais pour autant, il y a quand même des sceptiques, hein, Mm. à l'image de ce député. Et donc voilà, donc il fait lui pour le coup plus la passerelle, et en tout cas, il ouvre la voie plus à des plus petites entreprises qui, eux, ont déjà la qualification de l'ANSSI, de par leur nature française ou au moins européenne, Je sais pas qu'on si a OVH citée. en Ouais, si, OVH, ils ouais, l'ont, ils l'ont, ouais. pour Également, le coup, ouais. ouais, ils OVH, l'ont ils pour l'ont, le ouais. coup, Ils donc sont c'est pour ça que je disais certifiés. tout à l'heure, Mm. j'ai abordé le sujet, c'est vrai, assez tôt, mais je disais tout à l'heure, voilà, pourquoi ces entreprises, Mm. finalement, n'arrivent pas à prendre les parts de marché en France, et pourquoi elles ne sont pas encore prêtes. Ouais, les Américains. Mais voilà, l'avenir nous le dira, Les on verra Américains. encore avec le temps. Euh, Ok, merci pour ce sujet. Je voulais euh, voilà, parler de tout ça ensemble. On aura certainement l'occasion dans d'autres lives d'en rediscuter avec d'autres intervenants et d'autres interlocuteurs. Merci déjà pour vos avis. Je voulais aussi parler d'un sujet, ou en tout cas faire au moins la transition avec un sujet qu'on retraitera aussi là, pour le coup. C'est le sujet du DevOps aujourd'hui. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a lancé, que les mouvements DevOps se sont lancés, déjà 15 ans, Mm. d'abord évidemment dans les entreprises américaines, puis en France depuis plusieurs années aussi maintenant. C'est un mouvement qui est en constante évolution, qui a toujours de nouveaux principes, de nouveaux préceptes qui évoluent. Aujourd'hui, les nouvelles tendances du DevOps, voilà, pour introduire un petit peu le sujet, on ne parle plus que de DevOps. Il y a beaucoup d'acronymes maintenant Ouais, qui sortent, ouais. qui sortent, beaucoup de termes qui sont nouveaux, avec notamment le DevSecOps. Donc on revient au sujet de la sécurité, c'est également tellement devenu un sujet important Mm. Ouais. qu'on est obligé de l'inclure dans le terme DevOps, tellement c'est devenu un sujet peut-être un peu oublié quand on faisait du DevOps, la partie sécurité. Donc pour bien être sûr qu'on l'a intégré, aujourd'hui c'est un terme Primordial. qu'on entend beaucoup, primordial. Le FinOps, on en parlait aussi, hein, toute la partie Pour la réduction des la coûts, Ouais, réduction c'est des etc. coûts, ça, ouais. évidemment, c'est devenu là aussi tellement un sujet qu'on a aussi ce terme-là, et donc des profils qui ont cette expertise-là. On a également aussi des nouveaux sujets là qui sont pour le coup un peu plus récents et peut-être un peu moins critiques, mais qui vont être de plus en plus présents sur le marché. Là, il y a plus une valeur économique et ajout de valeur. C'est L'IA, l'IA, évidemment, l'IAOps, en fait, ou l'AIOps, Il y a le le GitOps DataOps, aussi, le ouais. GitOps, Le GitOps, ouais. le NetOps aussi pour toute la partie réseau et Ouais. infrastructure. Donc tous ces sujets-là qui sont finalement des nouveaux sujets, hein, qui sont assez récents et qui deviennent de plus en plus importants. Finalement, c'est juste pour rebondir sur ça là, Ouais, yes. c'est juste reprendre des métiers qui existent, hein, aujourd'hui, hein. Exactement. C'est juste en fait, on va mettre en avant, c'est un peu Exactement. comme du marketing, c'est juste ouais. dire que n'oubliez pas pour le GitHub, n'oubliez pas, faut respecter telle convention, faut faire Exactement. telle manière, faut faire les branches, etc., etc. Voilà. Du coup, on va faire du GitHub pour faire respecter Ouais, exactement. ces choses-là, Donc, quoi. imbriquer tous Tous ces ces métiers C'est ça, ingrédients-là sur c'est sur la un ça. seul méthodologie DevOps. écosystème. C'est finalement, on va jouer avec ce petit côté marketing Ouais, bien pour. sûr. Exactement, ouais. Il y en a qui diront aussi que le côté DevOps a un petit côté de marketing, Ouais. évidemment, même si je pense que c'est caricatural de dire ça. Ça Ouais. a apporté une vraie révolution aujourd'hui dans les méthodologies. Vous, Mm. d'ailleurs, dans votre expérience, quel est votre rapport
à la culture DevOps? Est-ce que ça a été un petit peu mis en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez apparaître dans vos organisations? Alors, moi, pour ma part, le DevOps, donc elle est perçue comme une culture, hein, c'est Ouais, vraiment bien quelque sûr. chose comme ça. Et en fait, ça va permettre de mettre en place, tu sais, un côté social, donc qui va permettre de discuter avec les devs, de parler avec les personnes qui sont opérationnelles. Moi, j'étais dans ce côté-là, j'étais vraiment entre les deux, où on essayait de reprendre les informations avec les développeurs pour qu'on puisse faire communiquer l'écosystème donc Mm. du client et avec du coup le back-end, donc le côté VO avec VMware sur lequel on travaille avec le cloud, pour qu'on puisse faire interagir n'importe quel, par exemple la création d'une VM, pour que l'API qu'ils sont en train de développer puisse répondre correctement à ce que nous on essaye de mettre en place donc, en termes d'architecture et d'automatisation, etc. Ouais. Ouais, donc tu le vois arriver, alors peut-être différemment, Mm. et chacun a son rythme. De toute façon, c'est le propre du DevOps, hein. Il y a une citation comme ça connue qui disait qu'il existe autant d'organisations DevOps qu'il existe Ouais, d'entreprises, ouais. finalement. Donc c'est bien pour dire à quel point c'est une culture qui s'adapte, finalement. En Dans le fonction monde des boîtes. bancaire, Imad, je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile à changer. Il y a une inertie qui est peut-être un peu plus avancée dans le monde bancaire. Où est-ce qu'on en Chez est? nous, donc, on adopte également donc, du DevOps. Donc, Ouais, ça permet donc, de faciliter donc, le développement des applications. ok. Donc, tout en harmonisant donc, les briques, donc infrastructure, applicatif, développement, donc à travers les outils donc, comme Git, comme Mm. Jenkins. Et également, donc, ces outils-là sont interférés donc, avec des serveurs donc, physiques, soit des serveurs physiques, soit Évidemment. Mm. des serveurs donc, sur le cloud privé. Ok. Ok. Un chiffre là aussi que je voulais vous partager, qui est aussi assez symptomatique de la part que prend le DevOps dans l'informatique, dans nos métiers et sur le marché, si on en doutait encore. Aujourd'hui, d'après une enquête de Redgate Software, qui a été réalisée sur plus de 3200 entreprises qui gèrent de l'informatique, des données, etc., près de 3 quarts des organisations, donc quasiment, enfin 74%, donc presque 3 quarts, ont maintenant adopté le DevOps sous une forme ou sous une autre, hein, comme on Mm. vient de le dire, pas forcément dans les préceptes figés et officiels du DevOps dans sa meilleure manière, mais voilà, avec au moins quelques réflexes et principes DevOps. 74% des entreprises dans l'IT, donc Ouais. c'est quand même C'est pas mal. Ça un permet vrai chiffre. également l'accélération de la Évidemment, transformation C'est ça, digitale ouais. évidemment. donc, dans les différents secteurs d'activité. Oui, Vous évidemment. avez des dettes techniques aussi On va pas pour que ça revenir soit effectivement bien. sur ce qu'apporte le DevOps, peut-être qu'on le fera dans un autre sujet, on invitera D'accord. peut-être des spécialistes du sujet pour en discuter, Mm. mais évidemment, voilà, aujourd'hui là c'était juste montrer un petit peu la tendance et l'actualité sur ce sujet-là. Pour terminer un petit peu sur le sujet, on s'approchera ensuite de la fin de ce live ensemble. 5 tendances DevOps aujourd'hui identifiées en 2023, je vous les cite, vous me dites si vous êtes en phase ou pas en phase, c'est par rapport à pas mal de recherches et c'est un consortium aussi, un consensus. Le DevSecOps, donc on en parlait, la sécurité dans les méthodologies DevOps, l'automatisation et les plateformes low-code, donc là pour aller plus vite, Mm. on l'a dit aussi, ça, Serverless, Mm. c'est la troisième tendance, mais l'automatisation pour aller plus vite Ouais, dans mettre en les, à dans place les, travers dans les les des process. API ou pipelines, tout bien ça. des scripts pour... Exactement. C'est ça, ouais. Tu viens de le dire, toute la partie serverless, donc l'IT sans serveur, donc là pour le coup avec des hyperscalers qui sont capables de permettre de proposer des services sans se soucier de Ouais, l'hébergement, c'est pas mal ça. donc des Ouais. services managés par ces cloud providers. Mm. Le quatrième point, les architectures microservices et conteneurisées notamment, avec les solutions qu'on connaît OpenShift, très bien, OpenShift, Kubernetes. Docker, Kubernetes exactement, Tout ce qui est qui vient un orchestration. peu, voilà, l'orchestration et qui vient un peu en décalé avec la news d'Amazon, d'AWS que j'ai cité juste avant. Et enfin, le cinquième sujet, qui là aussi fera certainement l'objet d'un sujet à part entière, on invitera des spécialistes du sujet pour en parler, l'intelligence artificielle. Il y a forcément Mm. évidemment ce sujet qu'on entend partout, et là pour le coup, encore plus que le cloud et le DevOps, certainement, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une actualité autour de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Mm. Donc l'intelligence artificielle qui sera forcément un sujet et un cas d'usage, une application dans le cloud, sans faire le débat maintenant, puisqu'on le fera encore une fois une prochaine fois. Vous, selon vous, quel est votre avis sur les utilisations, les cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le cloud? Qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver et qu'est-ce que ça pourrait changer comme façon de faire pour les entreprises, cette partie-là? Donc, chez nous, sur le secteur bancaire, donc, les banques traditionnelles se transforment en banques en ligne.
L'intelligence artificielle là un rôle incontournable pour donner des services innovants au client final, donc à travers par exemple les chatbots. Mm. Tu peux Ouais, bien sûr, communiquer, bien sûr. avoir des informations sur ton compte, sur Ouais. une situation, sur une Ouais, c'est vrai, en temps réel. ouais, tu le dis, les chatbots, ça date pas d'hier, hein, Mm. finalement, c'est pas C'est de les arrivé rendre un avec peu plus ChatGPT, intelligents. c'est effectivement, ça fait déjà un moment qu'on le voit, donc bon, bah, effectivement, ça fait partie des cas d'usage, Mm. il y en aura certainement d'autres. Toi, Ilyes, t'avais un Moi, avis je sur pense ça? que l'intelligence artificielle par rapport tu sais, à la partie technique, Ouais, c'est vraiment intéressant dans le sens où si tu veux mettre en place des automatisations et ouais, tout, en fait, ça pourrait aider et même accélérer les mises en place de pipelines et tout, et de faire ces Exactement. automatisations pour aller plus loin et plus vite, en fait, simplement. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne chose, quoi. ouais. Bah, c'est vrai, tu le dis, mais rien que pour les équipes techniques, déjà, il Mm. y a, je pense, un intérêt. Ouais. Justement, nous, on l'utilise pas mal au sein de l'équipe. Je fais un coucou à l'équipe de la Fabrica. Effectivement, on utilise ChatGPT parfois voilà, pour déceler certains sujets, ou en tout cas pour se débloquer sur certains sujets. Maintenant, il y a un vrai sujet là aussi de sécurité, de confidentialité. Il y avait une news, je crois que sur des ingénieurs d'une entreprise, on va peut-être pas la citer parce que ça ferait vraiment une mauvaise pub, qui avait déposé tout le code source d'un service ou d'une application, je Ouais, j'en ai crois, entendu parler, ouais. sur ChatGPT, qui a fuité. Ouais. Donc là aussi, être Surtout que le code, il vigilant. contenait des Ouais, secrets, des trucs comme ça, exactement, La c'était pas exactement, des mots de terrible. sécurité passe, reste etc. Ah, toujours un Donc point. là, c'était pas terrible. la sécurité reste toujours un Ouais, point ouais, hyper important. Mais effectivement, pour se débloquer de certaines situations, ou pour aller plus vite dans certaines tâches répétitives, ouais. Ouais. finalement, on peut y trouver un vrai intérêt. Mm. On a eu quelques interactions avant de clôturer tout ça. Pour revenir un petit peu sur la partie DevOps plus générale, Mboyel qui nous dit la vraie question, comment définir un DevOps? J'ai l'impression que l'on aura toujours une définition différente. Bah, c'est ce qu'on disait, Finalement, définir un DevOps, c'est compliqué, hein. c'est compliqué aujourd'hui. Bah, ce qu'on pourrait dire, c'est le principe même, hein. Le principe même du DevOps, c'est Mm. la culture du DevOps, parce qu'encore une fois, on ne parle pas forcément de profil, de métier, on parle plus finalement de culture, tu l'as dit, C'est ça, ouais. Ilyes, de Donc, paradigme même, philosophie. de philosophie, voilà, tous ces termes-là, Mm. qui en fait veulent rallier les équipes applicatives, développement, Opérationnel. aux équipes opérationnelles, Ouais. operationals, qui sont elles beaucoup plus globales. On retrouve tous les métiers de l'infrastructure, la Finalement, c'est sécurité, pour la mettre en place production. le côté social aussi. Donc, Ouais, si c'est bien mettre ça sûr. en Oui, oui. avant, c'est Alors, surtout ça, ouais. ouais, on parle vraiment, là, on parle à Mm. la base, on parle même pas forcément de technique, on parle Mm. vraiment effectivement Ouais, de ouais, ouais. rassembler sur un même objectif les deux équipes qui, à la base, Pour gagner ont du temps sur le pour gagner développement du temps, des effectivement. applications. On fera pas le débat encore une fois aujourd'hui. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce sujet-là. Babouju qui réagit aussi pas mal. En vrai, c'est très vague, ça dépend du contexte de l'entreprise. C'est comme si on parlait d'un ingé système, c'est très vague. Effectivement, il y a beaucoup de métiers dans ces métiers-là, Mm. mais voilà, c'était donné une petite tendance. Neurolix aussi qui nous dit étendre l'agilité entre dev et ops. Effectivement, il y a un vrai sujet autour des sujets de l'agilité qu'on retrouve beaucoup. Il n'y a pas de DevOps sans agilité aujourd'hui, je pense, on peut le dire. C'est mixé. Ouais. Ouais, c'est ça, on aura toujours de l'agilité Ouais, ouais. d'une manière ou d'une autre. On Donc, demandera à notre expert et à notre practice manager sur le sujet, Shan, de nous en reparler. Ouais. Mais effectivement, voilà un petit peu pour le débat global. Écoutez, on arrive à la fin de ce live. ok. Première édition. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez apprécié? Ouais, c'était C'est- sympa, ouais. Je C'était pense que très c'était sympa, bien. ouais, c'était cool. Ok. C'était cool. On demandera à nos auditeurs, laissez-nous vos avis aussi. N'hésitez pas à nous donner du feedback. Feedback is a gift. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On reviendra pour d'autres éditions. Bien Merci à sûr. toi et Je merci suis à sûr que AFD pour c'était ce extrêmement format. intéressant. Donc, on reviendra sur d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à nous dire quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser et qu'on pourrait traiter pour les prochaines fois. Suivez la chaîne, abonnez-vous pour être prévenu des prochains lives. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci Iman, merci Ilyes, à bientôt. Merci. Et Merci merci aux Adrien. équipes de Brenet Culture qui Merci. ont permis Merci tout ça beaucoup. possible. Vous avez été génial. Merci, à bientôt. À bientôt.